De retour sur le plateau de C'est Politique, nous sommes toujours en direct. Merci de passer ce début de soirée avec nous sur France 5. Bonsoir et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. C'est Politique, le débat. Un grand débat d'idées, tous les dimanches soirs avec une ambition, recevoir sur ce plateau des intellectuels, des personnalités de la société civile, des citoyens, des acteurs, des témoins de l'actualité, bref, se parler et essayer de se comprendre. Et je salue à cette occasion Bruce Toussaint qui a installé formidablement ce rendez-vous l'année dernière et on va essayer cette saison de faire aussi bien. J'ai l'immense honneur d'accueillir Plantu, légende du dessin de presse. Alors on vous regarde tous les jours en une du Monde, par ailleurs président de l'association Cartooning for Peace. Je cite ce livre, Place aux femmes, 60 dessins de presse préfacés par Elisabeth Badinter. Ça a été réédité, je crois, cette semaine aux éditions Gallimard. Et on y rassemble des dessinateurs du monde entier. Du monde entier, comme toujours dans Cartooning for Peace. Plantu, vous serez avec nous, allez, j'ai envie de dire régulièrement, cette année, dans ces politiques, et je suis très heureux que vous rejoigniez, même de temps en temps, la famille de ces politiques. Merci d'être là, en tout cas, ce soir. C'est une petite musique qui monte en cette rentrée. Baisse des APL de 5 €, emploi aidé supprimé, une loi travail qui serait plus favorable aux patrons qu'aux salariés, l'ISF, l'impôt sur la fortune, allégé, et des maladresses de communication qui renforcent un soupçon de mépris de classe. Emmanuel Macron est-il vraiment le président des riches? On pose la question ce soir et on en débat avec nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir Alain Touraine, une icône de la sociologie. On n'a que des icônes ce soir. Icône de la sociologie, spécialiste des mouvements sociaux et du monde ouvrier. Politiquement, Alain Touraine, je pourrais vous qualifier de social-démocrate, ça vous irait? Il n'y en a plus, mais enfin... Oui, mais alors, le dernier survivant de la social-démocratie. Votre dernier livre, Le nouveau siècle politique, paru aux éditions du Seuil. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Monique Pinson-Charlot, sociologue également. Alors, pas exactement de la même famille politique qu'Alain Touraine, on est d'accord? Vous êtes une insoumise, vous étiez même candidate de la France insoumise. Non, je suis une fille plutôt marxiste, bourdieusienne, de gauche radicale. Insoumise, ça ne vous plaît pas? Non, c'est parce que je ne suis pas encartée insoumise, je suis une sociologue engagée. Qui a été candidate. Qui a été candidate... aux dernières législatives, c'est ce que j'essayais de dire. Vous, votre spécialité, alors ça tombe bien parce que c'est le thème de l'émission de ce soir, ce sont les riches et la grande bourgeoisie. Votre nouveau livre, je l'ai là, Panique dans le 16e, une enquête sociologique et dessinée, ça va plaire à Plantu, apparaître le 21 septembre aux éditions La Ville brûle. Merci d'être avec nous. Avec nous également Julie Coudry. Bonsoir. Bonsoir. Alors certains téléspectateurs se souviendront peut-être de vous. Vous aviez à l'époque une casquette de Gavroche, si je me souviens bien. C'était en 2006, on va vous voir, hein, vous inquiétez pas. Vous étiez l'une des figures de la mobilisation étudiante contre le CPE. Alors depuis, vous n'êtes plus étudiante, hein, ça fait longtemps quand même. Vous avez fondé la start-up Job Maker. Alors vous n'êtes pas en marche, Julie Coudry, mais quand je me suis penché sur vos prises de position en préparant l'émission, je me suis dit que vous étiez peut-être l'une des meilleures avocates au fond d'Emmanuel Macron, plus efficace en tout cas que certains de ses ministres sur la loi travail. Vous nous expliquerez pourquoi dans un instant. Enfin, Emmanuel Barbara, bonsoir. Vous êtes avocate, spécialiste en droit du travail. Alors vous, si je dois vous situer, je peux dire que vous êtes plutôt une libérale, Emmanuel Barbara? Oui. J'ai 3 sur 4 quand même ce soir. Vous êtes par ailleurs enseignante à Sciences Po et à la Sorbonne. Et avec vous, on va aussi s'interroger ce soir sur les nouvelles formes de travail, sur cette fameuse ubérisation et sur ceux qui théorisent la fin du travail. Pour commencer ce débat, je voudrais vous montrer une nouvelle déclaration d'Emmanuel Macron qui a fait polémique ce week-end. C'était vendredi à Athènes. Je serai d'une détermination absolue et je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Et je vous demande d'avoir chaque jour la même détermination. Je ne céderai rien aux fainéants. Alors, l'Élysée a essayé de désamorcer la polémique en disant qu'Emmanuel Macron visait plutôt ses prédécesseurs à l'Élysée. Ça n'a pas convaincu tout le monde, hein, c'est le moins qu'on puisse dire ce week-end. Vous l'avez compris comment, ça, Alain Touraine? C'est les rois fainéants ou c'est le peuple fainéant? Honnêtement, je ne l'ai pas compris. Parce que je ne pense pas qu'on puisse dire que les fainéants constituent un élément important de la vie française. Vous ne l'avez pas compris, mais c'est-à-dire que ça vous a choqué ou pas? Oui, dans la mesure, si vous voulez, je ne veux pas faire des commentaires trop généraux pour commencer, mais quand on parle de problèmes socio-économiques et socio-économiques, le langage n'est jamais ferme, on ne sait pas très bien de quoi on parle. Je dirais, M. Macron, en ce moment, n'a pas encore pris sa place sur les problèmes internes de la société française. M. Macron a été élu pour d'autres raisons.
sur d'autres problèmes, c'est-à-dire l'international et y a-t-il un pilote dans l'avion? Voilà. Julie Coudry, C'est autre chose. comment est-ce que vous interprétez cette déclaration d'Emmanuel Macron? Vous n'avez pas d'avis là-dessus? Ça vient après d'autres phrases qui ont été considérées à tort ou à raison mais comme du mépris de franchement, classe. fainéant, cynique et extrême, c'est quand même 3 termes qui sont suffisamment génériques pour que chacun vienne y mettre son interprétation. Moi, si je devais l'interpréter dans l'absolu, ce serait du point de vue de la pensée. Ouais. Puisque le cynisme, c'est une manière de penser. L'extrémisme aussi, fainéant de la pensée, peut-être qui vise un certain nombre de personnes, je ne sais pas. Ouais, ce serait pour vous les fainéants qui sont fainéants dans leur idée de penser l'avenir, de penser le nouveau monde, de penser le travail. En tout cas, je crois que chacun peut l'interpréter à sa façon. Emmanuel Barbara? Oui, je suis assez d'accord avec ce point de vue-là. Sinon, on est bien susceptible à se sentir tous concernés d'un coup. C'est un peu impressionnant. Mais au-delà de ça, dans le fond, l'indignation qui en résulte peut être aussi une sorte de posture. Donc, dans le fond, j'aime autant l'analyse qui consiste à dire, voilà, ça vise en soi un certain nombre d'attitudes. Enfin, ça vise surtout une seule chose, me semble-t-il, c'est la détermination. Enfin, il a dit, je ne céderai pas. C'est ça qu'il faut peut-être entendre. On entend ça, mais ça dépend à qui on ne doit pas céder. Monique Persson-Charlot, on pose cette question ce soir. Emmanuel Macron est-il vraiment le président des riches? Alors, elle vous appartient quasiment, cette expression de président des riches, que vous l'aviez utilisée en 2010 en parlant de Nicolas Sarkozy. C'était le titre de votre livre avec votre mari. Est-ce que vous utiliseriez la même expression pour Emmanuel Macron? Oh ben, il est plus que parfait. C'est-à-dire qu'on a même franchi un cap dans la concentration des richesses et des pouvoirs au sein d'une petite caste qui est magnifiquement représentée par Emmanuel Macron, parce que, si vous voulez, aujourd'hui, avec lui, il n'y a plus ni droite ni gauche, il n'y a plus d'alternance, il n'y a plus de conflit d'intérêts. On est dans la synthèse des intérêts de l'oligarchie en permanence. On peut circuler du privé au public. Les commissions de déontologie ne fonctionnent plus du tout et donnent le feu vert pour aller dans un sens ou dans un autre. Il faut être fluide, il faut libérer les énergies. Le renard doit être absolument libre dans le poulailler planétaire. Et je vous ferai remarquer que vous ne m'avez pas demandé ce que je pensais, moi, allez-y. Voilà, de ce qu'il a dit à Athènes contre les fainéants, les cyniques et les extrêmes. Eh bien, c'est une façon de parler que je n'admets pas. Parce que c'est une façon de psychologiser le social, de stigmatiser l'autre avec des qualificatifs méprisants, alors que, si vous voulez, c'est une façon aussi de masquer l'antagonisme de classe. On est face à 2 classes sociales qui s'affrontent aujourd'hui, l'oligarchie qui concentre toutes les richesses et tous les pouvoirs, et le reste de la société française qui n'a que sa force de travail à mettre sur le marché. Et ces gens-là, c'est pas des fainéants, c'est des créateurs de richesses. Et c'est ces gens-là qui sont les créateurs de richesses et pas ceux qui sont en haut de l'État. Alors je crois que ça fait déjà réagir Plantu. Il y a un gars qui a pensé que c'était lui qui était le fainéant parce qu'on le montre du doigt, c'est François Hollande. Et puis finalement, ça m'a rappelé un peu ce qu'il était quand il était en haut des camionnettes. Et du coup, je le fais réagir. Il réagit à Macron, c'est un gros nul. Voilà. Ouais, c'est un peu la revanche de François Hollande, là, on sent en ce début du mois de septembre. On a bien compris votre position, hein, Monique Persson-Charlot. À vous tous d'ailleurs, Macron serait en gros, pour vous, le président des riches. C'est votre thèse, mais ça se discute. Et moi, je vous propose l'antithèse. Et c'est signé Mathias Hillion. Monsieur Macron est le président des riches. Macron, en fait, c'est le nouveau Robin des Bois. Dans Le Point, la semaine dernière, il jurait entendre l'impatience du peuple. Salaud de pauvre. Il prend aux riches d'aujourd'hui, les vieux avec de bonnes retraites et leurs maisons remboursées depuis longtemps, pour donner aux pauvres, les jeunes précaires, stagiaires ou chômeurs qui galèrent à trouver un boulot ou un appart. Ensemble, pour notre jeunesse, nous aurons un grand acte de confiance. Bon, du coup, c'est vrai, commencer par baisser les aides au logement des étudiants de 5 €, c'est pas très logique, quoique. J'appelle publiquement tous les propriétaires à baisser de 5 € le loyer par mois. L'État n'a pas à payer tout. Non, Macron, en fait, c'est le Kennedy français. Ce que ton pays ne peut pas faire pour toi, ben toi, le riche propriétaire, Macron te demande de le faire pour ton pays. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. S'il était vraiment le président des riches, les Républicains l'encenseraient. C'est la question des classes moyennes et de la fiscalité dans notre pays. Le programme porté par Emmanuel Macron
n'est pas un projet de droite. Et si Macron n'est pas de droite, c'est bien qu'il est de gauche. La preuve, il veut ouvrir le marché du travail à ces millions de Français qui en sont exclus depuis des années. Vive la France! Non, en fait, Macron, c'est notre Tony Blair à nous. Le président d'une nouvelle gauche, un peu de droite, convaincu que moins de règles pour encadrer le travail, ce sera forcément plus d'emplois. Mais ça aussi, ça se discute. Eh oui, tout se discute. Est-ce que moins de règles pour encadrer le travail, c'est forcément plus d'emplois? C'est tout l'objet de notre débat de ce soir. Juste un mot sur ce qu'on vient de voir, Monique Pinson-Charlot, au hasard. On le fait avec beaucoup d'ironie, le côté Robin des Bois d'Emmanuel Macron, mais ça soulève quand même la philosophie qui est celle d'Emmanuel Macron, qui est de dire les riches d'aujourd'hui, ce sont les seniors, les plus de 60 ans, et les pauvres, ce sont les jeunes. Ça vous convainc pas, ça, cet argument? Mais ça, c'est absolument extraordinaire. Diviser pour régner, telle est ma devise, Macron. Et donc là, oser opposer les retraités aux jeunes salariés en disant qu'il faut prendre là où est l'argent, moi je ne suis pas d'accord, parce que l'argent, je sais où il est. Il y a 80 milliards dans les paradis fiscaux. Il n'y aurait pas de déficit public en France si on allait chercher cet argent, si les riches payaient leurs impôts. Il y a des centaines de millions d'euros dans les niches fiscales. J'ai plein d'enveloppes pour trouver de l'argent, mais qu'on ne vienne pas le prendre aux retraités. Voilà, Donc c'est pas un Robin des Bois, alors? Ah ben non. Parce que moi je l'ai fait comme Vous l'avez fait en Robin des Bois? Parce que il est sympa au Robin des Bois, parce que c'est sympa à dessiner avec ces petits habits moyenâgeux. Alors Robin des Bois et Robin des Bois, parce que finalement c'est peut-être votre petit, je l'appelle Pôle Emploi, mon petit ouvrier, et lui peut-être qu'il va connaître quelques déboires. Ouais, Robin des Bois, dit selon Plantu. Alain Touraine, les plus de 60 ans, on le voit aujourd'hui, c'est l'électorat dans lequel il a le plus perdu, Emmanuel Macron. Je vous repose la question, est-ce qu'il a raison quand il dit dans Le Point la semaine dernière, aujourd'hui les pauvres sont souvent moins les retraités que les jeunes? Il dit voilà, qui est le grand sacrifié aujourd'hui? Il dit c'est le jeune, le peu qualifié, l'immigré, le descendant d'immigrés. Bon, ça c'est vrai. Je veux dire, il y a un taux de chômage beaucoup plus élevé dans tous les pays européens chez les jeunes. On ne fait pas grand-chose, les systèmes d'enseignement ne sont pas adaptés, etc., etc. C'est vrai que les jeunes payent plus cher la crise économique. Mais permettez-moi de vous dire que je pense que nous sommes sur une voie qui n'est pas la bonne. Allez-y. Parce que c'est pas pour ça qu'il a été élu, M. Macron. Il a été élu démocratiquement président de la République française. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour défendre la droite, alors, où était M. Fillon, si c'est Macron qui est la droite? Où il était Fillon? Où il était, qui vous voudrez? Où il est M. Wauquiez demain, etc. Non, la France se trouve dans une situation qui est, il n'y a plus rien du système politique, tout s'est écroulé, sauf il reste encore Mélenchon dans son coin, mais Mme Le Pen, il faut quand même rendre cet hommage à M. Macron, qu'il a fait tomber Mme Le Pen. Ouf, c'est pas si mal que ça. Bon, mais la gauche classique, la droite classique se sont écroulés. Donc il n'y a plus de pilote dans l'avion. Même Macron n'est pas le pilote. Ouais, si. Il veut être pilote, il a été élu pour ça. Il n'est pas politiquement, socialement, économiquement, il n'a rien dit, il n'a rien fait, et on ne sait pas ce qu'il va faire, et c'est très préoccupant. Et là, vous avez le droit de poser la question, est-ce qu'il va aller à droite ou est-ce qu'il va aller à gauche? Pour l'instant, le sentiment général, c'est qu'il est en train de libérer, mais qu'il ne protège pas encore assez. Je vous dirais que, malheureusement, à l'échelle du monde occidental, ne parlons pas du reste du monde, aujourd'hui, nous sommes dans une société où seul le grand capitalisme financier international est organisé et a une capacité d'action. Il n'y a plus de partis politiques nulle part. Aux États-Unis, la gauche s'est écroulée. En Angleterre, elle va peut-être renaître, mais pour l'instant, elle est écroulée, etc. Donc, aujourd'hui, on est dans une société qui est entièrement dominée. C'est la seule force organisée par le capitalisme financier international. Ce qui est une chose extrêmement dangereuse. Mais pour l'instant, ce n'est pas Macron qui a fait ça. Macron, il est le résultat de ce que les Français ne voulaient pas faire, heureusement, comme les Américains, ni d'ailleurs comme les Anglais, et qu'on a commencé par dire « il faut penser monde ». Et aujourd'hui, penser monde, ça veut dire penser Europe, et penser Europe, ça veut dire créer les conditions d'une nouvelle alliance Allemagne-France, ce qui suppose que les Français soient capables de mettre un peu d'ordre chez eux pour que les Allemands acceptent le marché. Voilà, ça c'est la chose positive de Macron,
qui n'est pas d'ordre économique et social. Mais c'est le débat de ce soir, et quand même Justement. sur le côté économique. Je vais poser la question à Julie Mais Coudry. là, vous avez raison. À Julie Coudry qui est avec nous. Je disais tout à l'heure qu'on vous avait connu en 2006. À l'époque, vous meniez la fronde contre le CPE, le contrat première embauche de Dominique de Villepin. Et vous étiez à l'époque, on va le voir, très suivi par les médias. Dans la manifestation, elle est en tête de cortège aux côtés des ténors du syndicalisme. Elle enchaîne les interviews, répétant inlassablement les mêmes arguments contre le CPE. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un bizutage de la jeunesse à l'entrée dans le monde du travail. Ils doivent être considérés comme un salarié comme les autres. 11 ans plus tard, j'ai le sentiment que vous avez un peu changé, Julie Coudry. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Pourquoi vous avez ce sentiment déjà? Que vous défendez plutôt la loi travail, par exemple, plutôt la libéralisation du marché du travail. Déjà, je vais vous dire, quand même un petit préalable. Je trouve qu'on s'enferme un petit peu dans les débats quand on est en train de dire qui est pour, qui est contre. Qu'est-ce que j'ai dit là dans l'extrait que vous venez de parler, que vous venez de passer, c'est que en fait, la problématique qui était celle du CPE, c'était de renforcer une situation d'insider et d'outsider en direction des jeunes. On précise, les insiders, c'est ceux qui sont déjà intégrés sur le marché du travail. Intégrés au sein du marché du travail. Et les outsiders, ce sont les exclus. Ou en tout cas ceux qui ne sont pas durablement intégrés au marché du travail. À partir du moment où on disait aux jeunes qu'ils avaient spécifiquement, quand ils avaient moins de 25 ans, plus de facilité à être licenciés sans motif, etc., on renforçait une situation où il y avait ceux qui étaient en place et ceux qui avaient plus de difficultés à rentrer. Et aussi, à cette époque, il y avait un poids très symbolique de la façon dont ce contrat était présenté. Le Premier ministre, texto, le défendait en disant « c'est mieux que rien ». C'est mieux que le chômage. Et on disait à une génération entière d'un pays qui avait des envies professionnelles, qui avait envie de travailler, qui avait envie de trouver sa voie dans le pays, dans le monde du travail, pour apporter de la valeur et ses talents, on leur disait c'est quand même moins bien, c'est quand même mieux que si vous étiez au chômage. Donc il y avait un vrai problème de tracer des perspectives d'avenir derrière ce contrat. Pour revenir à aujourd'hui, j'ai le sentiment, mais dites-moi si je vous ai mal compris, que vous dites que cette loi travail, cette loi portée par Muriel Pénicaud, elle peut être bonne pour les salariés et qu'elle peut apporter plus de justice sociale. Expliquez-nous pourquoi vous pensez ça. Déjà, cette loi, il faut remettre dans le contexte. Vous l'avez dit, il y a un enjeu qui est d'arriver à équilibrer, libérer les énergies et protéger les personnes, mais elle arrive dans un contexte aussi où le monde du travail et le monde économique ont changé. On a des géants industriels qui voient émerger des géants du numérique, pour une certaine partie, une financiarisation de l'économie, des trajectoires qui s'individualisent. Et au cœur de cette transformation du travail, il y a quelque chose qui a profondément changé, c'est l'impermanence de la relation entre le salarié et l'entreprise. Aujourd'hui, le salarié a sa trajectoire, l'entreprise a sa trajectoire, elle se rencontre pendant le temps d'une collaboration et après chacun reprend sa voie. Pas très longtemps, vous rappelez que le CDI en moyenne c'est 3 ans en voilà. France. Aujourd'hui, c'est ce que donne comme statistique effectivement Pôle emploi. Donc en fait, on doit repenser cette question de la sécurité au travail dans un contexte où d'une part les personnes vont avoir 10 à 15 transitions professionnelles dans leur trajectoire. Donc l'enjeu, ce ne sera pas d'avoir un contrat illimité dans le temps et de passer sa vie dans une entreprise, mais que l'État soit capable d'amener toutes les sécurités pour que les gens puissent rebondir d'un job à l'autre. Et c'est aussi permettre aux entreprises de s'adapter à des transformations de métiers, l'automatisation, la numérisation de leurs services. Et aujourd'hui, pour finir, il y a un certain nombre de mesures qui sont dans les ordonnances travail concernant le temps de travail, les contrats de mission, les plans de départ volontaires qui permettent aux entreprises de s'adapter à un certain nombre de transformations. Mais ça ne peut être acceptable qu'à condition que les personnes soient sécurisées dans toutes ces transitions. Et c'est ce que vous reprochez, pour l'instant ça manque. Ça, et aujourd'hui, c'est censé intervenir dans la réforme de l'UNEDIC et de la formation, qui ne sont pas encore intervenus. Donc, dans l'état actuel, il y a un vrai déséquilibre entre libération et sécurité. Avant d'écouter Emmanuel Barbara et Monique Pinson-Charlot, Plantu, je crois que je vois ça veut dire que vous pensez que la loi travail, ce sera plus facile d'embaucher, ou est-ce que la loi travail, ce sera plus facile de licencier? C'est un peu comme ça que je l'ai titré avec une classe bilingue. Eh ben, on va poser la question à Emmanuel Barbara. Est-ce que ce sera plus facile de licencier ou d'embaucher? Emmanuel Barbara. Peut-être les deux. Emmanuel Barbara.
Assurément les deux, mais il faut l'assumer. Voilà, écoutez, ça fait 30 ans qu'on se dit la même histoire, froidement, juridiquement, judiciairement, dans le Code du travail qui a pris quelques kilos du fait de la tentative de restaurer cette promesse initiale qui était celle du contrat éternel. Et c'est intéressant de dire aujourd'hui, j'allais dire froidement et sans problème, que le CDI entendu comme le contrat qui, en effet, tel qu'il est bâti, le Graal, mais tel qu'il est bâti, concentre tous les avantages et toutes les protections, ne dure que 3 ans en moyenne. C'est-à-dire qu'un tiers des contrats ne passe pas en deuxième année, si je puis dire. Et on a bâti tout un univers fondé et adossé sur cette idée que ça durait éternité. Donc, ceci pour dire que l'on croit, on espère, on tente, mais au moins tentons dans le cadre de ce grand bouleversement inédit qui nous saisit, tentons une autre recette. Et la recette jusqu'ici était de dire, mettons des règles telles que mises bout à bout, dont on finit par perdre la finalité, parce qu'au bout du compte, ça sert à quoi, pour empêcher le licenciement quand il doit survenir. C'est l'histoire de notre histoire du droit du travail. Pourquoi est-ce que les Français n'entendent pas ce que vous venez de dire? Pourquoi est-ce que Macron le paye dans les sondages, dans les enquêtes d'opinion? On va peut-être demander à Monique Persson-Charlot, parce que je pense qu'elle n'est pas d'accord avec vous. Ça ne surprendra personne. Non, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ça me permet de continuer à répondre à votre question. Macron est-il le président des riches? Alors là, je dis oui. C'est encore une nouvelle preuve. C'est-à-dire qu'à peine arrivé à la présidence de la République, non pas élu aussi brillamment que mon collègue sociologue en face, puisque au total, c'est sur même pas 15% des inscrits. Donc c'est une élection. Mais il a été élu, voilà, par défaut, mais je suis d'accord. Et première chose qu'il fait, des ordonnances, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas le travail parlementaire. Mais qu'il avait annoncé. Non, ça je m'en tape. N'empêche qu'il le fait. Voilà, ça je m'en fous. Il le fait. C'est-à-dire qu'il ne respecte pas le travail parlementaire et il l'a fait même pendant l'été. Et pour faire quoi? La première chose qu'il fait, il tape là, au cœur du rapport de classe entre l'oligarchie et le peuple, le capital et le travail. D'emblée, il commence par casser le code du travail. Alors que moi, si j'avais été élu à sa place, eh bien, c'est bien entendu le coût du capital qui aurait été ma principale préoccupation. Alors, Monique Persson-Charlot, cette semaine, il y a un sujet très concret qui a cristallisé la colère contre la politique du gouvernement, c'est la suppression des contrats aidés. Je vous propose de mettre un visage. On en parle beaucoup des contrats aidés. Mettons un visage sur ces fameux emplois aidés. Je cherche Julie Baudin dans le public. Bonsoir, madame. Bonsoir. Julie Baudin, vous êtes en contrat aidé à la mairie de Champais, dans le Puy-de-Dôme, depuis le 15 mai. Et dans 2 mois, vous allez perdre votre emploi puisque votre contrat, vous l'avez appris, ne sera pas renouvelé. Et vous êtes venu lancer un appel sur le plateau de C'est Politique. Vous avez un message, je crois, pour Emmanuel Macron. Oui, suite à l'annonce de la suppression et du non-renouvellement des emplois aidés, dans notre commune de Champais, pour donner un exemple, nous avons 6 emplois aidés qui vont tous prendre fin avant le mois de décembre, avant la fin de l'année. Et nous allons donc perdre 6 personnes qui travaillaient assidûment, dont moi-même, qui travaille en ce moment en tant que chargée de communication à la mairie. Pour être très concret, vous êtes chargée de communication. Que font les autres emplois aidés dans cette commune? Alors, il y a 2 emplois aidés qui sont au service technique. Ça veut dire c'est quoi les services techniques? Ils font les services techniques, des travaux dans la ville. Voilà, l'entretien des rues, l'entretien des espaces verts, tous les petits détails dont peut avoir besoin une mairie rurale. Il y a beaucoup de choses, les gens sont assez polyvalents aussi. On a aussi des emplois aidés à l'entretien, tout simplement l'entretien des écoles, le service des repas aux cantines. Donc voilà, ces emplois vont disparaître. Alors, d'une part, on perd cette main-d'œuvre. Et vous dites quoi? Qu'Emmanuel Macron n'a pas conscience de l'apport de ces emplois aidés dans les communes, notamment des zones rurales? Visiblement, il n'a pas conscience de l'importance que ça peut avoir, de la détresse des maires et des mairies, surtout dans les milieux ruraux qui dépendent énormément de ces emplois. Nous, on a à Champais la chance, entre guillemets, d'avoir ces emplois jusqu'à la fin de l'année. Le mien se termine le 15 novembre. Mi-novembre, ouais. Il y a des mairies qui se sont retrouvées donc, à l'annonce de cette suppression le 11 août, avec des emplois qui se terminaient le 30 août. Donc, dans l'incapacité de fournir un service à la rentrée, par exemple.
Mais vous entendez les arguments, parce qu'il a des arguments, Emmanuel Macron aussi, pour dire qu'il veut arrêter les emplois aidés. Il y a une statistique, par exemple, qui peut faire réfléchir. Il y a des chiffres du ministère du Travail qui montrent qu'après avoir occupé un emploi aidé, on aboutit rarement à un CDI. Ce que dit Emmanuel Macron, c'est que ces emplois sont là pour colmater des choses. Ce sont un peu des faux jobs, entre guillemets, qui vous éloigneraient encore plus du vrai marché du travail. Bah alors, encore pour revenir sur des exemples concrets, puisque j'ai fait ce voyage depuis le Puy-de-Dôme pour en donner, puisque on vous remercie. je vis dans cette réalité tous les jours. À la mairie de Champey, sur 15 titulaires, 11 sont passés par des emplois aidés. Le rôle des maires de campagne n'est pas... Chez vous, en tout cas, ça a marché. Mais... Chez nous, ça a marché. Et le rôle des maires de campagne n'est pas de soumettre les employés à de l'esclavage, mais bien de les accompagner socialement, avec toujours dans la perspective un emploi pérenne, quand c'est possible, évidemment, quand les budgets le permettent. Alain Touraine, on touche à la cohésion sociale, d'après vous, quand on touche à ces emplois aidés ? Je pense que ce sont des méthodes qui ont été prises dans une période où le chômage montait. On a essayé de colmater la brèche et tout ça ne sert pas à grand-chose. Mais Madame vous dit que ça lui sert à elle. Il n'y en a plus, c'est évident. Donc, non, ce que je veux dire, c'est ceci. Si on veut parler du problème de l'emploi, la méthode à prendre, tout le monde la connaît depuis toujours dans tous les pays européens, ça consiste à recréer du pouvoir syndical. Il n'y a plus de syndicats en France. Pourquoi ? On devrait se poser la question. On fait des grands discours, mais il n'y a plus de syndicats en France. Macron, là-dessus, a fait un progrès par rapport à son prédécesseur. Il a négocié. Il a obtenu, par exemple, le ralliement de FO, ce qui n'était pas tellement prévu. Mais les syndicats, Alain Touraine, qui n'ont même pas été capables de se mettre d'accord pour une date commune de manifestation contre la loi travail. Non, mais ça, c'est comme ça depuis très longtemps. Bon, il faut qu'il y ait... La France est le pays qui a le taux de syndicalisation le plus bas de l'Europe occidentale. Il faut qu'il y ait, je ne dirais pas seulement capacité de négocier, mais il faut qu'il y ait capacité de participer à la décision. L'enjeu, c'est de faire comme le font les Allemands, comme le font les Suédois, c'est-à-dire que les syndicats doivent participer à la décision. Vous savez qu'en Allemagne, ça va très loin. C'est pratiquement à égalité dans des grandes boîtes. Le patron de Volkswagen était un ancien syndicaliste pendant des années, etc. Bon, il faut que le pouvoir syndical, c'est-à-dire que le monde ouvrier, soit présent dans les organismes de décision et de négociation. Ce n'est pas avec des petits trucs derrière. Bon, je dirais que M. Macron, en ce moment, pour des raisons qu'il faut discuter, qu'on peut comprendre, mais je dirais son démarrage sur le plan économico-social n'est pas bon. Les résultats dans l'opinion publique le montrent. M. Macron, pourquoi fait-il ça? C'est une question. Parce qu'il donne la priorité au fait qu'il faut penser global, c'est-à-dire penser européen. Julie Coudray, je vais prendre beaucoup de notes depuis tout à l'heure. Cette loi travail, c'est sur les emplois aidés ou sur la loi travail? Cette loi travail, vous, pour essayer de bien comprendre, vous dites qu'elle va quand même donner plus de protection sociale à certains salariés. Non, je crois que j'ai dit exactement l'inverse tout à l'heure. C'est-à-dire que vous disiez pourquoi est-ce que Macron le paye? Précisément parce qu'il a promis de fluidifier, libérer les énergies en faisant en sorte que tout le monde s'y retrouve, c'est-à-dire d'un côté les entreprises et de l'autre les salariés. Prenons un exemple. Dans sa vision des choses, puisque le CDI est impermanent, alors il faut faciliter les fins de collaboration quand c'est nécessaire. Eh bien aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a mis en place pour que ce soit plus facile? Eh bien, il a permis aux entreprises de faire, par exemple, des licenciements collectifs en dehors des cas de difficultés financières par rapport à une disparition d'activité ou d'un métier. Mais ce qu'il n'a pas fait et qu'il avait promis, c'est, par exemple, d'indemniser les salariés qui souhaitent quitter une entreprise parce qu'ils n'y sont plus bien et qui puissent toucher, dans ces cas-là, le chômage. Donc, on ne peut pas... là, c'est déséquilibré. On ne peut pas encore juger. C'est déséquilibré au moment où on se parle. C'est déséquilibré. En tout cas, au moment où on en parle, si on doit faciliter les fins de collaboration, ça doit être facilité pour les entreprises, mais on doit aussi changer le logiciel et permettre aux gens qui démissionnent parce qu'ils n'apportent plus de valeur à l'entreprise, parce qu'ils s'y retrouvent plus individuellement, de toucher des indemnités chômage pour lesquelles ils ont cotisé. Avant d'entendre Emmanuel Barbara, juste le dessin de Plantu. C'est que, mademoiselle, vous avez parlé tout à l'heure, c'était super bien et c'est super clair. Et quand on parle comme ça dans une embauche, c'est impeccable. Le CDI, vous l'avez tout de suite. Donc, j'ai pas de souci pour votre avenir. Non, c'est bien.
Mais c'est justement, je le dis pour ceux qui ont des fois un peu peur de s'adresser à un futur employeur, c'est que déjà la manière dont vous parlez, quand on sait bien correspondre avec la personne, communiquer avec la personne qui peut vous employer, tout passe. Et là, je pense à ce dessin qui est sur la tablette, moins de contrats aidés dans les écoles. Et malheureusement, c'est ce qui arrive dans pas mal de villes en France aujourd'hui. En France, et qui ont, pour certaines, eu du mal à commencer même cette rentrée scolaire. Emmanuelle Barbara, avocate spécialiste en droit du travail. Oui. Vous vouliez réagir à ce que disait Julie Coudry tout à l'heure? Oui, c'est-à-dire que d'abord, se mettre d'accord sur des départs collectifs, se mettre d'accord signifierait conclure un accord collectif à 50%, n'est-ce pas, à 50% des représentants du personnel et des représentants syndicaux. Donc ça veut dire qu'il faut quand même négocier. Et donc ça n'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que la facilité qu'on entend comme argument pour dire tout ça est beaucoup plus facile. Non, c'est pas facile. De la rupture conventionnelle Oui. collective. Oui. Mais Oui. l'assouplissement du licenciement économique pour des raisons qui sont stratégiques pour l'entreprise. Oui, vous parlez d'autres. Oui, d'accord. C'est de ça dont je parle. Oui, non, mais, on ne va pas rentrer dans le détail technique. C'est la même chose. Mais je voudrais quand même préciser une petite chose. C'est que là, tout à fait naturellement, nous discutons du contenu du projet d'ordonnance, enfin qui va devenir une ordonnance probablement à la fin du mois. Ouais. C'est très bien. Mais encore une fois, c'est à mettre en lien avec les fameuses protections, car il faut terminer la phrase. La phrase qui consiste à dire que oui, de nos jours, les personnes aspirent à bouger davantage, à vivre des expériences qui les intéressent. Là, vous parliez de trajectoires fractionnées par nécessité pour se mettre, j'allais dire, sur des marchés nouveaux et différents, mais aussi par envie, nécessite en effet une protection essentielle qui doit être revue du sol au plafond, et c'est celle qui doit faire normalement l'objet s'agissant de la formation professionnelle. Ouais, car c'est la deuxième jambe. C'est ça c'est ça la vraie protection. De nos jours, la protection, c'est pas le cadenas sur le boulet qui vous tient assis sur la chaise. C'est pas vrai. Ça, c'est une erreur absolue. Ce qui compte, c'est de donner une protection adaptée à notre époque, invraisemblablement rapide, qui nous met dans une situation où on a un temps beaucoup plus comprimé et qui consiste à donner les moyens aux individus, quels qu'ils soient, de changer de métier plusieurs fois dans leur vie. Toutes les personnes, encore une fois, de ne jamais se trouver dans une forme d'obsolescence face à eux-mêmes pour avoir toujours devant elles un projet à bâtir. Juste Monique Persson-Charlot, est-ce que vous entendez ces arguments est-ce qu'il faut repenser le travail? Est-ce qu'en 2017, on ne travaille pas de la même manière qu'en 1980? Bien entendu, ça, personne, je serais une bien mauvaise sociologue si je disais le contraire. Mais le problème, c'est qu'on utilise les avancées technologiques, l'enrichissement, aussi la richesse collective qui augmente, au seul profit d'une petite caste. C'est ça le problème. Et si vous voulez, alors on parle de la protection. Mais attendez, les salariés qui travaillent pour, on le verra tout à l'heure, pour l'ubérisation, comme on dit, ne sont pas des gens d'une caste. Ce sont des gens qui étaient souvent des outsiders, comme on dit, qui étaient exclus du marché du travail et qui finissent par y entrer. Oui, mais qui entrent à quel prix? Je veux dire, à quel prix les gens d'Uber, ce sont de véritables des esclaves de cette plateforme, je n'ai pas d'autre mot, faire tant d'heures pour gagner 1 000 euros par mois et que M. Macron soit capable de dire aux responsables syndicaux des chauffeurs de taxi privés, là, que c'est déjà bien de gagner 1 000 euros, même si on fait 70 heures par semaine, c'est mieux de faire ça que d'être au chômage. Mais si vous voulez, c'est chaque fois des mises en récit qui sont présentées au peuple et dans lesquelles on fait toujours ce chantage au chômage. Et moi, ce que je remarque, et vous l'avez dit tout à l'heure avec Emmanuel Todd, on était avec Alain Touraine dans notre loge, c'est que depuis 1984, que soi-disant on fait des cadeaux aux plus riches pour résoudre le problème du chômage, celui-ci ne bouge pas. Oui, Donc, on avait diffusé, je précise pour ceux qui n'étaient pas là, dans ces politiques, une archive de Yvan Gattaz, le père de Pierre Gattaz, qui promettait 471 000 emplois si on annulait l'autorisation administrative de licenciement. Et son fils, grâce à Emmanuel Macron, qui a créé le CICE et le pacte de responsabilité, 40 milliards d'euros par an en moins dans les recettes fiscales, par le biais des cotisations. Il avait dit 1 million d'emplois, il se promenait dans Paris avec son truc. Eh bien, il y a 200 000 emplois. Macron, président des riches, point d'interrogation, c'est le thème de l'émission. Oh, super. C'est le thème du dessin de Plantu, allez-y. Voilà, vous avez tout dit. Et comme ça, je vous le donne. Macron avec un gros cigare et Monique Persson-Charlot qui fait quoi, qui tape dessus? Elle est sur son cigare. Et
sur la défensive aussi. Pour continuer à parler des mutations du travail, avec vous en plateau, je voudrais donner la parole à Gabriel Lassor. Bonjour. Gabriel Lassor, vous illustrez cette mutation du travail, ce qu'on appelle un peu la génération Uber. On avait le plaisir de vous recevoir dans C'est politique il y a 1 an à peu près. À l'époque, vous étiez coursier à vélo. Vous aviez fondé le collectif des coursiers indépendants bordelais pour défendre les droits des livreurs qui n'ont pas de protection sociale. Et dans le reportage qu'on vous avait consacré, on avait fait la connaissance d'un livreur qui s'appelle Barthélémy, qui avait été sérieusement blessé au visage suite à une chute à vélo. On regarde. Je suis rentré en plein dans le pare-brise, j'ai mis les mains sur le guidon, j'ai essayé de freiner de toutes mes forces et j'allais quand même à 30, donc j'ai dû perdre 5 km/h et je suis rentré, j'ai explosé le pare-brise arrière et le verre m'a coupé le visage. Auto-entrepreneur, il n'y a pas d'accident de travail. Alors que si jamais on était salarié, là j'aurais eu des dédommagements pour accident du travail, tout ça, là rien. Gabriel Lassor, question très concrète, comment est-ce qu'il va aujourd'hui Barthélémy? Barthélémy, il essaye de se remettre petit à petit de son accident. Il a eu rendez-vous avec des experts pour pouvoir évaluer son préjudice, mais l'expert considère que ce n'est pas encore définitif parce que, comme vous pouvez le voir, le préjudice est très important et par conséquent, c'est un long combat qui s'annonce pour lui. Très concrètement, l'entreprise pour laquelle il travaillait, Deliveroo, pour ne pas la nommer, Take It Easy à l'époque. Take It Easy à l'époque, oui. Pardon, ne l'a pas aidé non. suite à cet accident. Toujours non, pas. Non, il n'y a eu absolument aucune aide financière. Rien. Et aujourd'hui, c'est toujours la même histoire. Où est-ce que vous en êtes? Alors, je précise que vous n'êtes plus livreur. Hein. Non, c'est vous ça. Vous êtes élève avocat aujourd'hui et vous conseillez juridiquement les livreurs. Des cas comme celui-ci, il y en a encore aujourd'hui. Ça n'a pas bougé depuis 1 an. Ah oui, il y en a même. Ça augmente de jour en jour parce qu'en fait, le nombre de livreurs augmente et par conséquent, le risque autour de ça augmente. Il faut savoir que Deliveroo a changé son mode de rémunération, passant d'une rémunération avec un fixe par heure plus 2 € par course à une rémunération par course. Ça veut dire que ça incite les livreurs à faire plus de courses. On incite les livreurs à faire plus de courses. Par conséquent, on les incite à griller des feux rouges, à prendre des sens interdits. Et le résultat définitif de ça, c'est des accidents. Sur Bordeaux, il y a des accidents toutes les semaines. Il y en a eu récemment. Il y en a eu récemment, il y a 2 semaines. Il y a encore une personne qui s'est fait griller une priorité par une voiture. Heureusement, c'est que des dommages matériels pour lui. Donc, c'est 1 000 € de dommages matériels, son vélo, son téléphone, les vêtements qu'il avait. Mais pour lui, c'est aucun préjudice corporel. Et heureusement, mais il faut quand même comprendre que les livreurs à vélo, c'est les personnes qui sont en ce moment le plus à risque. Parce que il y a une ultra-compétitivité qui veut être créée dans ce milieu. Et par conséquent, cette ultra-compétitivité, et surtout avec le changement de rémunération de Deliveroo, va entraîner encore plus d'accidents. On va écouter Julie Coudray dans un instant. Mais qu'est-ce que vous demandez concrètement? Et est-ce que vous avez l'impression que ce gouvernement-là est à l'écoute de ce que vous demandez? Alors nous, ce qu'on demande concrètement, déjà, on part d'un constat. Le constat, c'est que les différentes gouvernances ont essayé de résoudre le problème du chômage et n'y sont pas arrivées. Aujourd'hui, le président Macron, il essaye, par la flexibilité et par la modernité, de changer tout ça. Mais le problème, selon moi, c'est qu'il l'essaye, mais au détriment des droits essentiels des salariés. Et c'est pour ça, et des travailleurs. Et voilà, c'est ça le problème. C'est qu'on fait trop la différence, et vous l'avez fait lors de l'émission juste avant, vous confondez travailleurs et salariés, parce que nous sommes des auto-entrepreneurs et on n'est pas des salariés. Mais le problème, c'est que ça, on ne le voit pas vraiment. Oui, mais vous dites, en tout cas, vous n'êtes pas contre ces nouvelles formes de travail, on a bien compris. Vous ne voulez pas être traité comme au 19e siècle, en gros. Non, nous, on est vraiment on est pour être des auto-entrepreneurs, mais on est pour réussir à utiliser le statut tel qu'il doit être utilisé. Plantu va vous donner ce dessin, je crois, juste après. Vous donnez le dessin, là. Vous étiez livreur, et est-ce que vous êtes délivré aujourd'hui du fait que vous avez changé de métier Oui, j'ai la conscience tranquille. Super. Alain Touraine. C'est super. Il faudrait quand même parler du travail en termes un peu plus concrets. Ce dont vous parlez ici, auto-entrepreneur, peu importe. Il y a une augmentation massive dans tous les pays modernes des gens qui ne sont plus des travailleurs ou des salariés, qui sont des exclus. Voilà. Alors, il faut éviter, premièrement, d'augmenter le nombre des exclus et il faut qu'il y ait réintégration dans ce qu'on appelle le monde du travail des gens qui sont en nombre considérable pour des raisons territoriales ou des raisons professionnelles, des régions ou des métiers, et qui sont des exclus. Il faut savoir que ceci est devenu quelque chose... Avant, on disait la classe ouvrière.
Les gens qui sont aujourd'hui, en effet, les plus misérables, c'est les gens qui ne sont plus tenus par ce qu'on appelle la classe ouvrière, les syndicats, etc., qui sont des exclus. Il faut essayer de faire en sorte que... Deuxièmement, quels sont les emplois nouveaux qui se créent? Là, ce sont des emplois nouveaux. Non, attendez. Quels sont les emplois nouveaux qui se sont créés en France? Eh bien, les emplois nouveaux qui se sont créés en France, ce sont des emplois qui sont des emplois à la personne. Je veux dire par là l'enseignement, la recherche, les soins médicaux et les handicapés et tout ce qu'on voudra. Bon, ça, c'est l'avenir. Mais l'avenir, ce n'est pas les histoires de robotisation. L'avenir, c'est qu'il se crée depuis 20 ans, 50 ans, massivement des emplois qui sont des emplois qui ne se robotisent pas facilement parce que, comme on dit, ce sont des emplois de communication, mais eux, ce ne sont pas, de rapport de personnes. Pour revenir à Gabriel Lassor, eux, ce ne sont pas des robots. Ils sont dans le monde des exclus. Ce sont des livreurs à vélo. Et ce nouveau, ils sont des abandonnés dans le monde. Vous êtes un grand sociologue, ça fait des décennies que vous réfléchissez au monde du travail. Ce nouveau monde-là, incarné par Gabriel Lassor, qu'en pense le sociologue Alain Touraine? Ce que je viens de vous dire, c'est qu'en fait, ce sont des gens qui, n'étant plus protégés par des lois, par des syndicats, par des organisations, sont aujourd'hui des exclus. Très bien. Ce sont des chômeurs de longue durée, c'est des exclus. C'est des gens qui, d'ailleurs, voteraient normalement pour le Front National. Julie Coudray. Oui, je pense que c'est J'espère que non. Gabriel Lassor apparemment ne vote pas FN. Julie Coudray. Non, j'espère bien que non. C'est quand même intéressant de regarder que c'est vraiment une des réalités du développement de notre marché du travail, cette logique de plateforme avec des travailleurs indépendants qui assurent un service qui est une réalité de plus en plus massive parce que c'est quelque chose qui peut s'adapter à n'importe quel métier. Aujourd'hui, on le voit, du service informatique au devoir, à la livraison, voilà, dans tous les domaines, il y a ce type de plateformes qui sont possibles aujourd'hui. Il y a deux sujets, à mon avis, dans ce qu'on vient de voir là. Le premier, c'est la question de lier, et je suis complètement d'accord, la protection sociale au travail et plus au statut. Aujourd'hui, on a une augmentation structurelle dans tous les pays du nombre d'indépendants, notamment facilitée par ces plateformes. Mais c'est un mauvais mot. on doit adapter la protection sociale à ces nouvelles réalités du travail. Et donc, sortir de cette logique de « je suis salarié » ou « je ne suis pas salarié ». Donc là, c'est par rapport à toute la problématique de l'accident de travail. Et il me semble, à nouveau, que ça faisait partie des promesses de campagne d'Emmanuel Macron. À voir si ça fera partie du volet sécurisation. J'ai un deuxième point, juste là-dessus, c'est qu'il faut aussi avoir un discours, là pour le président, un discours de lucidité sur ces plateformes. Ce sont des plateformes qui sont dans une situation monopolistique. Pourquoi? Parce que des fonds d'investissement se mettent d'accord pour financer un acteur qui va devenir un monopole. Ça leur permet de faire un service à perte, donc de tirer les prix vers le bas. Et le nombre de personnes, exemple les livreurs à vélo, qui peut s'inscrire sur la plateforme, il est illimité. Donc, pour un besoin de 100 livreurs à vélo, il peut y avoir 2000 personnes qui sont sur cette plateforme. Et donc, ça divise le nombre d'heures. Et c'est ce qu'on retrouve aux États-Unis, c'est-à-dire des salariés, pas des salariés, des travailleurs qui sont bloqués dans des trappes à précarité où ils n'arrivent pas à dépasser le nombre de 12 heures par semaine. Et ça, c'est le vrai risque de précarisation dans le monde du travail d'aujourd'hui. Je vois sur la tablette de Plantu le logo de Deliveroo. Je me demande ce que c'est. C'est de la précarisation que vous vivez avec tous les livreurs à vélo. Moi, je trouve c'est un scandale énorme. Et je ne comprends même pas que la gauche ait pu, avant, on n'a qu'à dire qu'on n'est plus la gauche, mais avant, je ne comprends même pas qu'on vous ait laissé non protégé comme ça. Et ce dessin que j'ai fait dans Le Monde il y a quelques jours, il est repris par les syndicats en grève de Deliveroo. Expliquez-le nous. Il n'y a qu'à regarder. Il n'y a qu'à regarder. Regardez-lui. Pensez qu'on va essayer de lui faire comprendre que quand il a un accident, il va lui payer les réparations et aller à l'hôpital. Non, c'est un char à l'époque des Romains. Alors, vu l'ampleur de ce phénomène, on a plutôt intérêt à construire les cadres dans lesquels tout le monde va s'y retrouver plutôt que de dire on va supprimer ce type de système. Oui, parce que le risque... Emmanuel Barbara. Pardon, mais le risque, en effet, il est là. Alors, on peut monter sur nos grands chevaux. Je ne parle pas des conséquences que cela implique, parce qu'il s'agit d'un problème d'assurance et de redéploiement des protections que l'on avait. Et j'insiste,
absolument concentré sur la tête des seuls titulaires du CDI, parce qu'on oublie les CDD dans le débat, parce que là, on parle vraiment, en effet, Deliveroo, Uber, enfin, chacun dans leur catégorie sont des symptômes de cette émergence, disons, un peu déroutante et visiblement peu conforme à ce que l'on peut attendre d'un tel développement. Étant précisé que, par ailleurs, comme vous le dites, ça explose partout et dans des dispositifs ou dans des organisations, des coopérations tout à fait intéressantes qui redonnent du lien aux personnes et qui redonnent des sources de financement, etc. Et qui donc recréent finalement du lien social, etc. plutôt que de rester dans le, dans le nulle part ou dans le chômage. Donc je crois qu'il ne faut pas jeter l'eau du bain avec l'ensemble. Et donc il s'agit de travail. Et c'est ça mon point. C'est que jusqu'à présent, on avait une habitude de considérer que le synonyme de travail, c'était le CDI, le salariat. Voilà. Et donc, à défaut, ça s'appelle chômage. Je dis que le travail, il faut qu'on le descende, qu'on le défende pour nos enfants, pour nous-mêmes, etc., pour que tout le monde puisse trouver une forme de travail qui soit valorisante, et quelle que soit la qualification juridique de salarié ou pas, la condition étant le déploiement des protections sociales qu'il faut absolument redéployer entièrement. On va écouter Monique Pinson-Charlot en conclusion sur ce thème-là. Non, c'est-à-dire simplement, je voudrais dire qu'on ne peut pas parler de plateforme, on ne peut pas parler de robotisation, on ne peut pas parler de développement des nouvelles technologies comme ça. C'est-à-dire que derrière, il y a des êtres humains qui sont aux commandes, et donc il faut être très attentif à toujours ne pas réifier comme ça ce qui, en réalité, c'est des rapports de classe qui sont derrière tout ce dont on vient de discuter. Et il faut vraiment avoir présence ça, parce que derrière ces plateformes, moi j'en connais des gens dans les beaux quartiers que j'ai interviewés qui interviennent sur ces plateformes, qui ont des gros intérêts là-dedans, qui se font un argent fou. Et après, on se retrouve avec des gens qui n'ont rien et tout ça. Donc, on est toujours dans des rapports de classe. Et la technologisation et le côté un peu expert que prend la discussion, me gêne un petit peu comme sociologue, quoi. Monique Pinson-Charlot, c'était le dernier mot de ce débat. C'est déjà la fin de ce débat, et oui. Ça fait déjà 45 minutes qu'on y est. Mais ce nouveau monde du travail, cette fin du travail théorisée par certains, on va en reparler. J'allais vous dire, on va en reparler toute l'année dans ces politiques, le débat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alain Touraine, merci d'être venu ce soir. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Le Nouveau Siècle Politique, aux éditions du Seuil. Monique Pinson-Charlot, votre dernier livre, il paraît dans quelques jours, le 21 septembre. Panique dans le 16e, enquête sociologique et dessinée aux éditions La Ville Brûle. Merci Julie Coudry d'être venue nous avoir éclairés, d'être venue sur ce plateau. Merci à vous d'être venu également, Emmanuel Barbara. Merci Plantu. Vous aviez un dernier dessin, je crois. Oui, sur la pénibilité, parce qu'on parle beaucoup du travail. Quand on a un gouvernement pénible, on a droit à quoi? Voilà. On se quittera sur cette question. Super. Et on aura l'occasion d'y revenir toute l'année. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, le doc du dimanche sur France 5 consacré ce soir, ça n'a rien à voir, je vous préviens, à la noix de coco. Vous êtes de plus en plus nombreux à être séduits par ce fruit qui aurait de nombreuses vertus pour notre santé. Alors, marketing ou véritable super aliment? La réponse tout de suite sur France 5. Passez une excellente soirée et moi je vous dis à la semaine prochaine.